Oubliez les appels à l'unité nationale. 2 jours après une tentative d'assassinat contre Donald Trump, la porte-parole de la Maison-Blanche a mis en cause certains médias et les démocrates. Le culte de la haine venu de la gauche et dirigé contre le président, jour après jour, pendant 11 ans, a contribué à légitimer la violence et à nous conduire à ce moment sombre. Samedi soir à Washington se tenait le traditionnel dîner de gala des correspondants de la presse présidentielle. Donald Trump et la première dame se tenaient à la table d'honneur aux côtés du vice-président J.D. Vance lorsqu'un homme a ouvert le feu dans le couloir avant d'être maîtrisé. People don't like having it said that they were scared, but certainly, I mean, who wouldn't be when you have a situation like that? We live in a crazy world. En 10 ans, Donald Trump a été la cible de pas moins de 5 tentatives d'assassinat, comme ce 13 juillet 2024 en Pennsylvanie, lors d'un meeting, un tireur le blesse à l'oreille. Donald Trump alimente-t-il cette violence? Les démocrates accusent le président d'engendrer un climat de haine, notamment depuis l'assaut du Capitole par ses partisans en 2021. Le président a gracié les émeutiers violents. Beaucoup d'entre eux sont rentrés chez eux dans tout le pays pour récidiver. Et l'un d'entre eux a menacé de me tuer. La polarisation extrême de la politique américaine s'accompagne d'une banalisation des discours violents envers des élus de tous bords et d'une multiplication des passages à l'acte. En septembre dernier, Charlie Kirk, proche du président, est assassiné. Alors, plus de 60 ans après l'assassinat du président Kennedy, la brutalisation de la société américaine s'est-elle accélérée? La violence politique est-elle le fait de Donald Trump ou est-ce un mal américain? Nos 3 intervenants, dont l'un est en train d'étreindre son téléphone et de le mettre en mode avion, bien évidemment. Philippe Malière, bonsoir, essayiste, président... Non, jamais. Président cofondateur de Vaesolis Communication. À côté de vous, Catherine Tricot, bonsoir. Bonsoir. Directrice de la revue Regard, s'affiche la une de votre dernier numéro. Et Benjamin Louis, donc, correspondant en France pour la radio-télévision suisse excellente, RTS. Bonsoir. Et on démarre, cher Benjamin, avec... ce premier sujet, oui, directement dans le vif du sujet. Catherine Tricot, c'est la personnalité de Trump qui explique une telle violence politique ou c'est un peu un raccourci aujourd'hui de dire cela, que c'est lié à sa personnalité? Enfin, je pense que 3 en 18 mois, ça commence à faire beaucoup. Donc on peut dire qu'il cristallise pas mal, mais enfin ça s'installe sur un terreau qui vient de loin, qui vient de très loin. On peut même dire que ça vient de l'histoire américaine, non? Les États-Unis, c'est la conquête de l'Ouest sur le dos des Indiens. C'est quand même un génocide qui n'a jamais été résolu au sens... incorporé, compris et autocritiqué. Exactement. Après l'esclavage et puis la guerre qui s'en est suivie pour s'y opposer et qui n'a jamais été non plus complètement résolue. On sait bien que la discrimination aux États-Unis reste très 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 puissante. Donc c'est un pays. Donc c'est presque consubstantiel à ce pays, ce que vous avez l'air de dire. Je crois, mais c'est pas travaillé. Et ils ont développé, un rapport violent avec cette dissémination des armes. Il y a plus de 100 attaques massives dans les écoles aux États-Unis par an. Donc faut se rendre compte, c'est un truc de dingue. En même temps, Philippe Manière, on dit qu'il est très clivant, Trump, voilà, que les mots qu'il utilise peuvent être violents eux-mêmes. Voilà, est-ce que c'est pas ça aussi qui nourrit la question que vous posez, c'est est-ce qu'il cristallise quelque chose? Ce qui lui est arrivé. D'abord, il faut quand même observer, moi j'ai strictement aucune sympathie pour Trump, Dieu sait, mais enfin, on va quand même pas, lui qui est la victime de tentatives d'attentat, on va quand même pas le rendre responsable. Bon. Deuxième chose, les États-Unis, c'est un pays, comme vous savez, immense, très compliqué, et où on voit de tout, et où cohabitent des idées très fortes, très prégnantes, mais qui semblent contradictoires vu de l'extérieur. Et les États-Unis, c'est un pays où, à cause de cet amendement qui permet le port d'armes, on l'a dit à l'instant, il y a une violence qui est permanente. Et en même temps, et ça pour le coup on l'a perdu avant Trump, mais Trump contribue au mouvement, c'était le pays de la conversation civique. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y avait une tradition de désaccord. Vous savez, cette expression américaine, let's agree to disagree, constructive dissent, etc. Les gens parlaient, y compris d'ailleurs au Congrès, quand on n'avait pas encore ce qu'ils appellent un dysfunctional Congress, quand le Congrès fonctionnait encore. Avant le Congrès dysfonctionnel. Vous savez, ces accords transpartisans, etc. Donc il y avait aux États-Unis la coexistence d'une violence, vraiment. Je crois qu'il y a 4 présidents des États-Unis qui ont été assassinés, 35% d'entre eux ont fait l'objet d'attaques à main armée, donc c'est quand même assez spectaculaire, enfin d'attaques violentes. Et en même temps, il y avait cette espèce de conversation. Moi, la violence, elle ne m'étonne pas tellement. C'est vrai que le personnage Trump attire sans doute
les dingues et les gens qui sont polarisés de l'autre côté. Ce qui me navre vraiment, et ça préexiste à Trump, pour être honnête, même si Trump le renforce, c'est l'érosion de cette dimension très importante de la vie civique américaine, qui était cette espèce de conversation permanente et paisible, même s'il y avait des dingues qui tiraient un peu plus qu'ailleurs. Et ça, honnêtement, c'est la polarisation qu'il explique, là. Ça a disparu et c'est bien dommage. On verra aux élections de midterm, de mi-mandat. Peut-être que cette conversation va revenir de force, parce qu'il y aura peut-être enfin un contre-pouvoir à Trump et à sa base MAGA, parce que les démocrates, a priori, devraient remporter une majorité à la Chambre. Donc on verra. Et peut-être au Sénat. Et peut-être au Sénat. Ouais. Et puis, juste revenir sur une chose qu'a dit Catherine Tricot, qui est effectivement très intéressante, sur, certes, alors oui, on peut pas le rendre responsable d'une tentative d'assassinat. Eux rendre responsable les démocrates, vous voyez, donc il y a quand même une question de responsabilité qui est renvoyée. Il y a une instrumentalisation qui a été, mais immédiate. Premièrement. Et puis ensuite, on ne peut pas non plus totalement le disculper. Il faut reprendre le discours de Donald Trump. Ce sont on les a banalisés aujourd'hui parce que, notamment les chancelleries européennes disent « c'est insignifiant, pas la peine de répondre ». Mais il faut reprendre les phrases de Donald Trump quand il parle des migrants. Ils disent qu'ils empoisonnent le sang de la nation. Cette phrase n'est pas d'Adolf Hitler, elle est de Donald Trump. Il envoie les brigades de ICE, de la police de l'immigration, arrêter des enfants devant leur école, arrêter des citoyens américains par erreur, les enfermer pendant un moment et ensuite les relâcher parce qu'on s'est rendu compte que finalement on n'aurait pas dû les prendre. Bref, il y a quand même un terreau terrible d'une tension, mais incroyable, d'une violence verbale, politique, sociale, qui est hallucinante aux États-Unis. Et il n'y a pas que des tentatives d'assassinat politique, il y a eu des assassinats entre guillemets politico-sociaux, avec ce directeur d'une grande compagnie d'assurance qui s'est fait estourbir en pleine rue. Oui. C'est injustifiable, non? Et cet assassinat est injustifiable. Le directeur de la compagnie d'assurance par Luigi Mangione. On ne peut justifier aucune tentative et aucun assassinat, absolument. Ensuite, on peut aussi étudier ce qui est le terreau de cette violence qui est quand même hors norme. Il y a des questions historiques et il y a des questions totalement d'actualité. Et en même temps, ce que vous dites là, Catherine Tricot, les Américains disent, bah voilà, c'est aussi pour ça que ce président, on l'a élu, parce qu'il dit les choses, parce qu'il parle comme nous, quitte maintenant aussi à en faire le terreau d'une certaine violence. Alors, il les dit de manière violente, il les dit de façon à crisper crisper la société dans son ensemble, mais moi, je pense qu'il y a aussi une question qui est un peu plus, qui rejoint ce que vous disiez à propos de la conversation. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une violence qui est liée aussi à une impossibilité. C'est-à-dire qu'on est devant une société, et nos sociétés, c'est pas simplement la société américaine qui est devant des enjeux et de plus en plus durs à démêler et dans lesquels la politique, la démocratie a du mal à apporter la réponse. Et donc, je veux dire, ça exacerbe les tensions, la violence. Moi, je crois qu'on est devant cette difficulté du temps qui est américaine, mais qui ne prend pas les formes les mêmes en Chine. C'est vrai. Chez eux, ça prend des formes particulières, mais c'est vrai que partout en Occident, l'adversaire politique, l'opposant politique est devenu un ennemi à abattre. On le voit bien aussi, d'ailleurs, dans la logomachie d'un certain nombre de partis en France. C'est-à-dire que la manière dont on parle des gens avec qui on est en désaccord, c'est énormément durci. Chez nous aussi. Alors, nous, on n'a pas ni les armes en très grand nombre pour les Américains. Ce sont des ennemis. Voilà, exactement. Et il reste quand même une sorte de tabou en France là-dessus, en France et dans les pays d'Europe en général. Mais on n'est pas à l'abri. Il faut quand même regarder les choses en face. Malheureusement, tous les excès qu'on a constatés aux États-Unis au fil des 50 dernières années, nous les avons importés dans la joie et la bonne humeur dans les 5 ou 10 ans qui suivaient. Donc Dieu nous en garde, mais c'est vrai que c'est pas. Il y a une particularité américaine à raison du nombre d'armes, mais c'est pas une exclusivité américaine. Attendez, on va y revenir, mais juste une archive pour effectivement se remémorer que c'est pas la première fois qu'un président américain est victime d'une tentative d'attentat. En mars 81, Ronald Reagan l'a été. Et justement devant le même hôtel que là où s'est passée la tentative d'assassinat de Donald Trump, c'était l'hôtel Hilton de Washington. 14h30 à Washington hier, le président Reagan souriant sort de l'hôtel Hilton. Et les coups de feu éclatent. Alors la confusion la plus totale. Les policiers, les gardes du corps se précipitent sur le jeune garçon qui a tiré, John Hinckley, 25 ans. Ils l'immobilisent. Il y a 2 blessés. En haut sur votre écran, un homme des services secrets. Un peu plus loin, un policier par terre. Monsieur James Brady, le porte-parole du président, pour lequel cet homme réclame un mouchoir. Les policiers emmènent alors John Hinckley dans une voiture. Ils vont le conduire dans un endroit tenu secret pour l'interroger.
Benjamin Louis, on parlait justement de cette violence qui s'étend et pas que aux États-Unis. À 1 an de la présidentielle en France, est-ce qu'on peut imaginer des événements similaires ? Similaires, j'en sais rien, je ne l'espère pas. Je crois que les derniers rapports des services de renseignement disent qu'il y a une augmentation des groupuscules extrémistes violents liés à des tendances politiques, que ce soit de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Donc ces mouvements sont en augmentation et en radicalisation. Est-ce qu'on en arrivera à ce que l'on voit en ce moment aux États-Unis ? Non, je crois qu'on est quand même vraiment face là à un extrême aux États-Unis. Je pense pas. Et c'est vraiment pas souhaitable. Après, ce qui est vrai, c'est que, et vous l'avez très bien dit, le discours est en train de se durcir. La manière dont les rapports entre politiques se font est en train de se radicaliser. Mais c'est pas à cause de n'importe qui, c'est à cause aussi et en grande partie de l'influence américaine des algorithmes des réseaux sociaux comme X par exemple, réseaux sociaux. Comme X par exemple, qui poussent des contenus même chez nous, particulièrement chez nous en Europe. J'étais à la conférence de Munich lorsque J.D. Vance nous a donné une leçon à nous, les Européens, une leçon de ce qu'est la démocratie, de ce que devraient être les rapports entre les humains dans nos pays et ce que devraient être nos sociétés, comment nous devrions nous comporter vis-à-vis de la migration. Je vous avoue que ce discours-là, il n'était absolument pas caché, il était totalement décomplexé vis-à-vis de nous également. Donc il y a une volonté qui est très claire et qui est organisée de radicaliser le discours politique en Europe. Et vous auriez jusqu'à dire qu'il y a une instrumentalisation de cette violence quand Donald Trump dit « j'ai beaucoup étudié le mot assassinat », on s'en prend au président, uniquement au président important. Voilà ce qu'il fait, une sorte de président martyr. Le plus important. Ouais, le plus important. Il est l'un des plus importants. Ah bah, évidemment. Moi, ce que je crois, c'est que ça excède quand même le strict sphère de la politique et des politiques, des hommes et des femmes politiques. C'est-à-dire que vous avez parlé des réseaux sociaux et je pense que s'ils ont cette influence-là, si ça fonctionne aussi, c'est qu'en fait, cette colère qui s'exprime de manière éventuellement violente, alors par les mots, mais aussi des fois par l'impuissance, ce sentiment d'impuissance devant les difficultés. Alors évidemment, on a tous en mémoire les Gilets jaunes qui ont été vraiment la façon française d'exprimer un peuple qui a le sentiment de ne plus se faire entendre, de ne plus pouvoir agir et qui s'exprime de façon éventuellement violente. Mais c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ça ne relève pas simplement du discours politique, ça revient d'une difficulté à résoudre les problèmes de la société. Non mais j'entends ce que vous dites les uns et les autres. Il y a les algorithmes, il y a les réseaux sociaux, il y a la technique, il y a la manipulation éventuelle des magas qui veulent exporter leur thèse. Moi, je crois quand même profondément à la responsabilité individuelle. On est tous un peu responsables de nos actes. Et par exemple, c'est ni MAGA ni les algorithmes qui invitent Mme Panot à dire nous ne laisserons pas l'extrême droite. Le chef de file Panot. Nous ne laisserons pas l'extrême droite arriver au pouvoir par les urnes. Alors moi, j'ai strictement aucun désir de voir l'extrême droite arriver au pouvoir par les urnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'extrême droite gagnait les élections, c'est un appel à la violence. Vous ne lui faites pas dire un peu plus qu'elle n'en dit ? Là, pardon, je pense que ça veut dire, c'est qu'elle va s'engager pour que ça n'arrive pas. C'est un autre débat. Non, mais vous faites... c'est un autre débat. C'est pas un autre débat, parce que ça veut dire qu'il y a un surmoi qui a disparu. Il y a des choses qu'on n'osait pas dire. Très bien. On respectait la démocratie, c'était la bottom line. Je pense que vous lui en faites dire trop. Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien, mais moi je comprends ça. Je comprends que si on ne laisse pas faire les élections, je ne vois pas très bien comment vous traduisez ça. J'avais envie de vous sortir un brin de muguet, on est à 2 jours du 1er mai, mais j'en ai pas. Merci. Mais c'est pour évoquer le 1er mai. Est-ce qu'on pourra en acheter ? Deuxième actualité autour du 1er mai, bientôt plus si chômé que ça précisément, puisque le ministre du Travail a présenté ce matin en Conseil des ministres un projet de loi pour que fleuristes et boulangers puissent travailler en cette journée si symbolique. Les fleuristes, les artisans fleuristes et les artisans boulangers-pâtissiers pourront donc exercer leur activité le 1er mai avec leurs salariés, à la double condition quand même, on la rappelle, double condition, volontariat des salariés et paiement au moins le double, donc au moins x2 en termes de rémunération pour ce jour particulier pour les salariés. Alors c'est un projet de loi, ça ne concernerait que le 1er mai 2027, officiellement ce 1er mai-là 2026. Bon, on reste en l'état, Benjamin Louis, mais est-ce qu'il ne faut pas laisser une ouverture possible à tous les travailleurs volontaires qui veulent ce jour-là être au labeur ? Est-ce qu'il faut la laisser ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va devoir s'imposer à un moment donné ? Vu comme c'est parti, on voit bien l'effet de cascade. Encore une fois, là, le gouvernement agit par petites touches, par rustine, par mesurette, pour finalement se retirer tout en donnant quand même un sucre au milieu professionnel.
C'est compliqué à dire. Je pense qu'à terme, ça va s'imposer. C'est sans doute déplorable parce que on voit bien, on sait ce que c'est le volontariat en entreprise. Quand vous êtes dans une grande multinationale, c'est facile, il n'y a pas autant de pression qu'il y a dans une petite entreprise. Un boulanger, quoi. Un boulanger, par exemple, ou un fleuriste. Si un employé décide de ne pas venir au travail, ce sera tout de suite vu de manière beaucoup plus suspecte que si c'est noyé dans la masse. Donc, le volontariat... Il n'y a pas de vrai volontariat. Le volontariat, ça... Encore une fois, là, je vais vous faire une réponse de Suisse, un peu oui et non. C'est une réponse de Normand, alors. Ouais. Non, c'est le meilleur argument. Le meilleur argument, c'est qu'on ne pourra jamais vérifier la réalité du volontariat. Oui. Donc c'est vrai que c'est une très bonne raison d'être suspicieux. Quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vraiment, parce que c'est pas parce qu'on ne pourra pas vérifier qu'il y a des volontaires qu'il n'y aura pas de volontaires. Il y a des tas de gens qui ont envie de travailler, de gagner un petit peu plus d'argent. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de gens parce qu'ils sont payés double. Oui, bien sûr, ils sont payés double. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie d'acheter du pain ou du muguet. Il ne faut quand même pas oublier l'histoire du 1er mai 1947. En France, ça devient un jour férié. Ça devient un jour férié quelques jours avant que le Parti communiste sorte de la majorité. Donc le Parti communiste, depuis la Libération, faisait partie, j'allais dire la SERP, mais en gros de la majorité. Et pourquoi on fait ça? Alors d'abord, il y a évidemment la mémoire du 1er mai 1881, Chicago, des salariés qui sont dans la rue, qui protestent et violences policières. Donc très bien, il faut commémorer ça. C'est très condamnable, naturellement. Mais il y avait aussi l'idée que si c'était férié, les gens iraient manifester. C'était pour ça aussi qu'on l'avait fait. Vous allez rire, 3 semaines après, le Parti communiste perd le pouvoir. Non mais je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un 1er mai, je dis qu'il ne faut jamais imaginer que tout ça c'est fleurs des champs et petits oiseaux. Il y a des idées derrière. Moi, je suis sensible aussi, je dois vous dire, à l'idée qu'il y a un jour où on ne fait rien. C'est un peu l'idée du Shabbat dans un sens. C'est-à-dire que ce jour-là, personne ne travaille. Bon. Mais on n'est plus en 1947. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui croit... qu'il faut au point, respecter il y a 74% des Français qui sont favorables à ce que les salariés volontaires puissent travailler dans des commerces de proximité avec une rémunération double. Oui, d'accord. Alors le problème, c'est qu'évidemment, dit comme ça ne souffre pas de discussion. Est-ce que vous voulez travailler double, payer double, je ne sais pas quoi. Bon. Mais l'histoire du 1er mai, c'est un petit peu autre chose. Une société, ça tient aussi par des dates, des symboles, des rendez-vous. Et qu'est-ce que ça raconte le 1er mai? Ça raconte que les droits sociaux, notamment les droits des travailleurs, ils ont été acquis dans des luttes. Et notamment le 1er mai, qui est devenu un mouvement international, c'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement français, ça se fête dans le monde entier. C'est pas férié partout. Je ne dis pas que c'est férié partout, mais je dis que c'est férié dans beaucoup de pays. Oui. Et c'est un moment international pour parler des revendications et de l'histoire des luttes des travailleurs qui ont été leur conquête. Et la première, c'était pour obtenir les 8 heures. Et aujourd'hui, d'autres... La journée de 8 heures. La journée de 8 heures, c'était ça au démarrage. Une société, ça tient avec... notamment des moments dont on se souvient le 14 juillet, ce qui s'est passé en France, on se souvient le 1er mai, que si nous travaillons avec un temps de travail, si nous avons des congés payés, si nous avons la sécurité sociale, etc., ce sont des luttes des travailleurs qui l'ont obtenu. Et ça fait débat. Pardon, c'est ça que Gabriel attaque. Oui. Et l'ancien Premier ministre, le met en cause. Et si on se souvient bien, son mentor Emmanuel Macron s'est fait connaître dans la politique avec les lois travail, qui étaient des lois de détricotage des droits sociaux des travailleurs. Et alors vous avez un allié inattendu qui est Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Regardez ce qu'il dit. Ne pas travailler le 1er mai n'est donc pas dépassé. C'est un moment de repos en dehors de la frénésie du monde, parfois contre l'argent roi. En même temps, on peut se poser la question, Jean-Louis, s'il n'y a pas un intérêt politique électoraliste à quelques mois de l'élection présidentielle, à 1 an de l'élection présidentielle. Plus personne n'est sincère, ça c'est sûr. Plus personne n'est sincère. Alors là, c'est terminé. Là, pour les 13 prochains mois, c'est fini. Moi, je suis sincère. Mais vous ne vous présentez pas, rassurez-nous. Bon, d'accord. Et ce qui est écrit sur ce tweet, c'est un peu populiste, mais ça fonctionne. Et en soi, c'est une vraie réflexion. C'est vrai que le soir est dominical, vous avez de être volontariat. C'est pour ça que j'évoquais le Shabbat, l'idée que... Il y a un moment où on s'arrête complètement, c'est sympa. Pardon, mais je voudrais que... Attendez, c'est pas fini. Allumer la lumière, il y a juste une chose, vous évoquez la religion, c'est intéressant. Dans ce cas-là, alors, si on n'est pas forcément attaché au symbole, sachant qu'une grande majorité des jours fériés en France sont calqués, et en Suisse aussi d'ailleurs, et dans plein d'autres pays européens, sont calqués sur la religion catholique,
dont les églises se vident d'année en année, si on compare le nombre de personnes qui vont à l'église le dimanche et le nombre de personnes qui défilent le 1er mai, je ne suis pas sûr que... Il y en a de moins en moins qui défilent aussi. Hein. Tout ça fiche le camp. Bon, quand même. Mais encore une fois, peut-être pourquoi pas remettre en question un autre jour férié, l'Ascension par exemple. Pourquoi mettre en question les jours fériés Parce que vous allez rire, on ne travaille pas assez en France. Ah oui, alors la là, productivité. Alors en effet, ça je vais dire que je vais rire, parce que si on s'imagine qu'on va régler les problèmes de la France en supprimant les jours fériés, franchement, c'est de la grosse rigolade. Alors là, ce qui m'intéresse, parce que je suis très sensible à ce que vous disiez tout à l'heure sur les symboles, la force des symboles. Oui. Mais en France, on a une espèce de réflexe pavlovien, quand il y a un symbole, on s'arrête de bosser. Est-ce que vous avez déjà été en Angleterre le 11 novembre ? Le 11 novembre, tout le monde bosse. Mais à 11h11, il y a des sirènes. Si vous êtes dans l'Eurostar, il y a des annonces. Et les gens s'arrêtent pendant 1 minute, à 11h11. Voilà. Pour commémorer. Pour commémorer. Le 11 novembre, à 11h11, on respecte pendant 1 minute. Ça n'empêche pas de bosser. Vous savez bien que le nombre de jours fériés en France est à peu près équivalent à celui de l'Europe. Parce que là, les jours fériés, c'est une des dimensions du problème. Tout à fait, c'est pour ça que je vous disais que laissez de côté les jours fériés. La Turquie, où il y a le moins d'heures ouvrées par habitant. Donc, parce qu'on rentre plus tard sur le marché du travail, on part à la retraite plus tôt. Et donc, on va faire travailler les gens les jours fériés. Je vous dis pas ça. Je vous dis que ce que vous mettez sur le terrain du travail, oui, A contrario, la CGT propose, elle, de rajouter un jour férié. C'est le 8 mars, une date symbolique, celle de la Journée internationale des droits des femmes. C'est ce que veut sa secrétaire générale Sophie Binet. Comme pour le 1er mai, elle estime que le 8 mars doit devenir un jour férié, chômé et rémunéré. Une idée qui a été écartée par le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, qui affirme surtout que le pays doit produire plus. Alors c'est vrai que la France, elle est souvent perçue comme championne des jours fériés. En réalité, on en a 11 par jour, c'est moins que la moyenne des pays... 11 par an, pardon, exactement, ça ne rentre pas dans la journée. C'est moins que la moyenne des pays de l'Union européenne qui est de 12 jours fériés. En tête de ce classement, Chypre qui en a 15. À l'inverse, le Danemark, les Pays-Bas ou l'Allemagne n'en ont que 9, même si en Allemagne on note des différences selon les länders. Benjamin Louis, est-ce que dans le contexte actuel, on pourrait se permettre d'avoir un jour férié en plus ? Surtout pas au mois de mai, en tout cas, parce qu'il y en a suffisamment. C'est en mars, là, a priori. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup rire mes compatriotes, c'est ce sport, oui, absolument, et c'est ce sport français de placer exactement, précisément ces jours de congé au mois de mai pour essayer d'avoir le plus de jours de vacances avec le moins de jours. Parce qu'on a l'image d'être un peuple qui travaille peu. Mais c'est un cliché, encore une fois, parce que ça ne résiste pas aux chiffres. On est dans la moyenne européenne. La France est dans la moyenne européenne. Il y a pour les jours fériés, pas pour le nombre d'heures. Mais c'est surtout parce qu'il y a ce mois de mai qui est une succession de jours fériés. Ouais, et c'est vrai que si vous voulez contacter quelqu'un dans une administration en France au mois de mai, c'est quand même compliqué. Ouais. C'est quand même prendre les choses par petit bout de la lorgnette. Je pensais que le problème de la France, c'est le nombre de jours fériés. Franchement, c'est vraiment pas ça le sujet. Non, pas le nombre de jours fériés, mais la quantité d'heures ouvrées, je vous assure, c'est très lié à la production. Très bien. On ne les mettra pas d'accord. Voilà. On n'a pas de muguet pour eux, mais la prochaine fois, vous viendrez. Il y aura des champignons. Voilà. Merci à tous les trois.